Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Saint-Étienne Night Club, dans ce nouveau débrief de match. Vous êtes là, vous le savez, tous les lundis en notre compagnie pour débriefer le match du week-end et pour parler de l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Bonsoir à vous qui êtes là sur le chat. Ce soir, pour m'accompagner, on a Joss Randall, notre taulier du SNC, un cow-boy qui ce soir va se transformer en pirate et faire une mutinerie car il en a après son capitaine. Pas plus de suspense, bonsoir Joss. Salut Keun, salut à tous dans le chat, salut Kékette et bonsoir à Patrick. Un petit salut spécial ce soir à notre boss Romain qui convole en juste noces, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. En résumé, c'est une feignasse qui se fait dorer les miches à l'autre bout de la terre. Ça y est, ça commence à tacler. Comme je sais qu'il écoutera, voilà, je voulais quand même lui faire un petit coucou. Et en tout cas, tu m'as bien grillé sur mon suspense des prochains invités, mais très bien. Donc on va enchaîner avec quelqu'un qui, à défaut de pouvoir acheter le club IRL, in real life, dans la vraie vie, est motivé comme jamais à le redresser sur Football Manager. Il a dit ce week-end, je cite, « Bout de bouse et le milieu défensif que Camara rêve d'être alors que c'est même pas son poste ». Bonsoir Kevin Kekewet, bonsoir. Bonsoir à tous. Et tu es là également ce soir pour faire le relais du chat. Donc si vous avez des choses pertinentes à dire, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et Kevin se chargera de les passer à l'antenne, comme on dit dans les médias mainstream. Et puis notre invité ce soir, du coup, Joss vous a vendu un petit peu la mèche, mais donc il a été joueur chez nous entre 97 et 2000. Il a été l'adjoint d'un autre ancien Vert, Willy Sagnol, et puis il est désormais consultant chez beIN Sport, mais il est avant tout fan des Verts. Bonsoir Patrick Guillou. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, supporter des Verts depuis que je suis tombé dans la marmite. Après, j'ai eu la chance d'être joueur, d'être capitaine. Et puis, j'ai joué aussi un peu plus longtemps parce que je suis revenu en 2001 jusqu'en 2003. Et concernant votre acolyte qui est parti, comme l'a dit Joss, en juste noces, l'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. Oh, c'est bien dit. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, il va être content. T'es tombé dans la marmite, et puis comme le disait Aimé Jacquet, dont c'était l'anniversaire hier, si je ne dis pas de bêtises, quand on vient à Saint-Étienne, on n'oublie jamais Saint-Étienne, c'est pour ça que moi je suis vert à vie. Voilà, donc petite pensée à Aimé Jacquet qui vient de fêter ses 80 berges. Messieurs, ce soir, le programme, il va être très simple. On va commencer par faire une partie débrief du match, puisque vous le savez, ce week-end, Saint-Étienne jouait contre le Paris Saint-Germain. Il y a Joss qui est avec nous, qui va faire un petit coup de grisou. Je ne vous en dis pas plus, vous comprendrez très vite de quel sujet il va parler. Et puis après, on va parler, bien sûr, de l'actualité brûlante du club, avec notamment l'arrivée de Joris Gnagnon. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on pense de ce joueur ? Est-ce que c'est un bon coup ? Est-ce que c'est pas un bon coup ? Bref, on en parlera tout à l'heure. Et puis on parlera aussi du potentiel rachat, en tout cas du nouveau candidat qui s'est présenté aux portes de Bernard Caiazzo et de Roland Romeyer pour racheter le club. On en parlera tout à l'heure et puis on parlera du prochain déplacement face à Brest. Et on va commencer tout d'abord avec le débrief du match. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors messieurs, avant toute chose, j'aimerais que vous me disiez déjà si vous avez des regrets sur ce match. Donc je le rappelle, Saint-Étienne a perdu 3-1, 1-3 face à Paris. Patrick, est-ce que après ce match-là, tu as des regrets ? C'est quoi avoir des regrets ? D'avoir encaissé le but en fin de match, le deuxième et le troisième aussi ? Ou c'est les circonstances du match et qu'à la fin, il n'y a rien ? Souvent, quand on joue contre le Paris Saint-Germain, on a l'impression de faire un bon match parce que c'est le match de Coupe de France avec l'esprit Coupe de France de l'année. Tu fais un bon match et c'est ça qui est terrible pour nos Verts, c'est qu'ils ont véritablement fait un bon match. Mais à la fin, tu perds. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'en faisant un bon match, tu perds. En jouant mal, tu perds. Donc, du coup, les regrets qu'il y a à avoir, c'est peut-être de ne pas avoir pu jouer plus longtemps à 11 contre 11. Mais sur la physionomie de la rencontre, on a eu un Green qui a été époustouflant. On a eu beaucoup d'occasions du Paris Saint-Germain. On a eu aussi de la maladresse de Kylian Mbappé, pardon. Et donc, du coup, on se dit que le coup était éventuellement jouable, éventuellement possible d'aller chercher la victoire, d'autant qu'on a mené au score. Malheureusement, les faits de match ont été contraires à notre cher club.
Mais après, des regrets sur les 90 minutes, sur le contenu, au niveau de l'engagement, il n'y a pas de regrets à avoir. Sur l'évolution du score, oui, par rapport à la fin de match, éventuellement. Mais ce qui est plus important, comme le dit souvent Claude Puel, c'est le contenu. Le contenu avec l'utilisation du ballon a été compliqué en deuxième demi-temps. Il y a eu quelques coups, mais trop peu, pour espérer remporter au moins un point. Ok, toi Joss, t'as des regrets ou pas? Parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est parce que on va pas se mentir, la semaine dernière, dans l'émission de la semaine dernière, on n'avait pas trop d'espoir pour le match contre Paris. Et puis finalement, avec ce but dans les premières minutes, on s'est pris un petit peu à rêver. C'est pour ça que potentiellement ça peut faire naître des regrets. T'en penses quoi, toi, Joss? Finalement, moi, je suis pas sorti avec tant de regrets que ça ou tant d'amertume parce que j'ai vu un bon match, j'ai vu des choses intéressantes pendant ce match côté vert. Si j'ai un regret, c'est le même que tout le monde, c'est de pas avoir pu voir ce que ça aurait donné si on était rentré au stand à 11 contre 11 et à 1-0. Voilà, j'aurais aimé voir J'ai une cru que deuxième t'allais mi-temps dire de comme pas ça. avoir vu Ramirez. Alors oui, bon, ça c'est pas un regret, c'est une vraie interrogation, On en parlera. mais qui est pas sur ce match-là, qui est sur plusieurs matchs. Mais des interrogations sur certains joueurs, j'en ai d'autres. Mais non, mais voilà, c'est un peu de frustration de ne pas avoir pu voir ce qu'on aurait pu faire parce que j'ai passé une bonne première mi-temps. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu dans l'esprit, dans l'investissement, dans la volonté, alors même parfois un brin suicidaire de vouloir repartir toujours de derrière. Ça a permis de voir ce que peut apporter un Riyad Boudbouz positionné comme ça. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Ça a aussi permis de montrer que Mady Camara, il sait absolument pas faire ça, lui, par contre. Voilà, il y avait des enseignements, il y avait des choses intéressantes. Donc, le seul regret, c'est voilà, qu'on n'a pas pu jouer ce truc-là jusqu'au bout. Parce qu'après, entre nous, bon, même à 11 contre 11, à 1-0 à la mi-temps, je suis pas sûr qu'on aurait gagné le match. Peut-être qu'on l'aurait gagné, mais on peut pas l'affirmer. Mais c'est plus que j'aurais aimé. Alors la deuxième mi-temps n'était pas inintéressante non plus. C'était un autre match, quoi. C'était fort à l'amour, c'était voilà. Et je trouve qu'on n'a pas non plus été ridicule dans ce domaine-là. Les mecs sont sortis, enfin Boudbouz est sorti, ils n'en pouvaient plus. Enfin, moi j'ai aimé ça. Après c'est le PSG, donc à 11 contre 10, c'était trop compliqué. Voilà. Alors justement, tu parles du fait qu'on ait joué à 11 contre 10 une très grande partie du match, hein, toute la deuxième mi-temps. Est-ce que pour toi, Joss, c'est plutôt une erreur de Kolo Djedzak ou une erreur de l'arbitrage ou un peu des deux? Pour moi, l'erreur, Parce elle que est d'abord ça a fait avant. débat hein, quand même en fin de journée hier. Hein. Une fois encore, alors je suis peut-être un peu fixette là, mais je pense que Mady Camara doit jamais jouer ce ballon sur la faute sur Adil Aouchiche. Ouais. Ou s'il le joue, il faut qu'il le prenne. Voilà. Sinon, s'il joue pas ce ballon, l'arbitre siffle faute, l'action elle s'arrête. Donc la première erreur, elle est là. Après, je suis de ceux qui pensent que Brizard, alors consciemment ou pas consciemment d'ailleurs, est influencé par le fait que c'est Kylian Mbappé et qu'il décide de lui-même que y a but derrière. Il reste quand même encore Nadé qui est là. Voilà, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a un peu de pression psychologique sur l'arbitre. Donc voilà, mais pour toi, Patrick, alors il est maladroit que le Zedjak, mais il est maladroit comme souvent quoi. Oui, c'est ça, il est maladroit, mais pas méchant. Pour toi, il y a vraiment annihilation d'action de but ou pas? Je reconnais bien le Joss et son pistolet à 6 coups concernant Kolo Djedzak. Moi, je suis pas aussi vindicatif que lui, que Joss, tout simplement parce que Kolo avait réussi une très bonne entame de match, avait réussi la plupart de ses interventions, était bien dans la lecture du jeu, la façon de venir compenser les prises d'espace parisiens. Il a coupé beaucoup de trajectoires et il était en pleine confiance. Effectivement, ce que dit Joss, c'est par rapport à la vitesse de Mbappé. Je pense que tout simplement, Kolo, qui était vraiment bien rentré dans cette rencontre, pensait qu'il allait pouvoir tacler tranquillement le ballon comme il l'avait fait 3 ou 4 fois auparavant. Sauf qu'en face, c'est Mbappé. Et donc, du coup, le petit coup de rein qu'il a et la double accélération qu'il a font qu'il arrive en retard et qu'il le fauche. Ensuite, concernant le positionnement du deuxième défenseur, en sachant est-ce qu'il est oui ou non le dernier défenseur Kolo par rapport à Nadé qui revient, c'est juste le positionnement des épaules. Quand on voit le positionnement des épaules, on sait très bien que la touche suivante de Mbappé, il va lui passer devant. Ça, on le voit tout de suite. Et alors, je ne sais pas si l'arbitre de la rencontre analyse cette situation aussi rapidement qu'on peut le voir après 10 ou 15 ralentis. Ce qui est sûr,
c'est que lui, dans son interprétation, quand on voit la rapidité qu'il a pour sortir le rouge directement, pour lui, ça souffre d'aucune contestation. Dans sa logique à lui, l'exclusion est logique. Dans le cœur des Stéphanois, elle l'est beaucoup moins. Ça se joue, comme souvent, à des détails, à une fraction de seconde. Et malheureusement, ça s'est joué contre notre défenseur central. Alors, Moi, je voulais juste rajouter deux choses. D'abord, je n'ai pas dit que Colo avait fait un match de merde. Hein. Je dis juste qu'il était maladroit sur cette action-là. Je l'avais trouvé plutôt correct jusque-là. Comme si souvent. Ouais, non, mais et sur l'arbitre, je l'accuse pas de malveillance. C'est-à-dire que je crois pas qu'il ait eu un arbitrage pro-PSG sur ce truc-là, mais je pense qu'il y a une influence psychologique en fait. Mbappé, ça reste Mbappé, et le mec se dit de toute façon, il va le marquer ce but, alors qu'il reste quand même un autre mec. Enfin, moi, je suis désolé. Non, et ça, c'est tous les grands joueurs sont arbitrés différemment. Voilà, c'est comme ça. Ouais, mais après, il y a une chose, même si ces attaquants, cette qualité d'attaquant ne doute pas, on le sait bien aussi, nous qui suivons le foot. Je pense que sur cette première mi-temps, en tout cas, Green avait pris l'ascendant psychologique sur Mbappé. Donc effectivement, c'était pas sûr que même s'il allait au bout, qu'il allait réussir sur un contre un, parce que Green était vraiment comme dans les gardiens de handball quand il rentre la tête de celui qui va shooter. Il avait fait un gros match jusqu'alors. Mais alors on s'arrête un petit peu sur cette situation de jeu. Ça conditionne pas l'intégralité du match, mais quand même pas mal, puisqu'il y a quand même du coup le carton rouge, et puis il y a la double peine entre guillemets, puisque sur l'action qui suit, sur le coup franc, c'est le coup franc où Messi dépose sur la tête de Marquinhos. D'ailleurs, il me semble que c'est Camara qui est au marquage de Marquinhos, et ça fait un partout. Le regret qu'on peut avoir par rapport à ce que j'ai dit, la première question initiale, c'est qu'en plus on prend le but à 9 contre 11. Ouais. Puisque Masson est en train de se faire soigner. Et donc après, avec un effectif où il y a quand même quelques jeunes éléments, il n'y a pas la roublardise nécessaire pour savoir gérer aussi cette situation, pour pourrir cette situation. Merci de le préciser, parce que je vais pas vous mentir, moi après le match hier j'étais assez en colère, et notamment à cause de cette situation où effectivement le coup franc est joué à 9 contre 11, et je trouve ça assez compliqué de le justifier sportivement. Kevin, j'ai vu que tu as lancé un sondage justement par rapport à cette action de jeu dans le chat. Ça en pense quoi un peu dans le chat ? Après, je vais pas te dire que le chat est objectif sur mais on ne cherche pas l'objectivité, hein. Donc voilà, ce qui ressort, c'est que la faute est arbitrale, et suivie à 62%, pardon, et 29% pour la faute à Camara. Aouchiche et Colo, eux, n'ont reçu qu'un vote chacun, donc Colo n'est pas remis en cause. Et si moi je puis me permettre, il me semble, ce qui est critiqué aussi par les Parisiens, c'est le tacle, le pied de Colo qui arrive à hauteur du genou. Ouais. Son tacle est très mauvais, mais je pense honnêtement que il a sous-estimé la glissade, et son pied, si vous regardez bien, avant qu'il lève le pied au niveau du genou, son pied se plante dans le sol. Et si il arrive à pleine vitesse, et que le pied reste... Non mais honnêtement, je pense que si le pied reste dans le sol, je pense qu'il peut se faire mal. Après, Pardon. Pour avoir vécu ce genre de situation, il rate son intervention. Il sait aussi que c'est Mbappé qui est en face de lui. Ah bah oui. Et là, il se dit, parce que c'est deux fils qui se touchent, mais pour le bien de l'équipe, il dit je vais me sacrifier pour l'équipe. Et le fait qu'il soit planté le pied ou pas le pied, je peux vous dire qu'il a fait exprès de lever le pied, parce qu'il se dit si j'arrive pas à attraper le ballon, moi je vais l'attraper pour pas nous mettre en danger. Et là, il s'est vraiment aussi sacrifié pour la patrie verte, un Colo. Ok, c'est ça. Je voulais avoir ton avis justement, Patrick, là-dessus, parce que moi, c'est l'impression que j'avais eue en live. Et je précise, mini parenthèse, quand je dis qu'on ne cherche pas l'objectivité, si, on cherche à s'en rapprocher au maximum, mais gardez bien en tête que l'objectivité pure n'existe pas, tout est subjectivité. À partir du moment où on décide de traiter d'un sujet en particulier, c'est déjà une prise de position. Voilà, c'est juste pour la petite parenthèse philosophique. On va essayer de faire des focus un peu plus sur certains joueurs en particulier. Joss, tu évoquais tout à l'heure le cas de Green, et tu disais qu'il avait fait un très bon match. Il a eu la note... Non, c'est Patrick qui disait ça, mais je suis assez d'accord, il a fait un super match. Ouais. Et du coup, là, la note que j'ai sous les yeux, c'est un 7. On est tous d'accord pour dire que s'il y a un top dans ce match, c'est probablement lui. Avec Boudbouz pour moi. Voilà, je m'attendais à ce débat-là. Avec Boudbouz. Donc plutôt Boudbouz ou plutôt Green dans l'idée ?
Bah, j'ai pas envie de trancher. Voilà, moi je mets les deux en top. Pour moi, ils sont ex aequo. Voilà. Après, évidemment, Green, c'est plus. Enfin, il te sauve les miches, quoi. C'est-à-dire, Green, c'est le dernier rempart. Donc, forcément, l'impact sur le résultat du moment est plus important côté Green que ce qu'a pu faire Boudbouz. Mais Boudbouz apporte tellement dans le jeu, dans cette position-là, que j'ai du mal à les départager. Tu voulais dire, Patrick, ouais. Ouais, mais c'est parfaitement résumé. C'est-à-dire que Green, c'est le joueur qui nous permet de rester dans la rencontre et d'y croire assez longtemps. Parce que bien sûr, il y a Denis qui marque le but de l'ouverture, mais après, pour tenir le score, les arrêts décisifs permettent à tout le monde d'y croire. Donc moi, je mettrais plus Green que Boudbouz, même si on sait que j'ai une tendresse particulière pour Riyad, et pas que depuis quelques matchs, mais depuis toujours, depuis que je l'ai vu aussi débuter à Sochaux, parce que là, je vais par contre mettre un coup de loupe. C'est vraiment un mec bien. C'est vraiment un mec bien. Il en a pris plein la tronche. On se rappelle qu'il a dû partir à un moment donné pour quelques jours dans les pays du Golfe pour partir. On l'a mis à la cave, on l'a mis dans un AGECO, on l'a mis sur la liste noire, on l'a mis sur la liste des indésirables. Jamais il y a eu une déclaration négative de Riyad Boudbouz. Parce que Riyad aime le jeu comme il l'a stipulé dans son article chez nos confrères de l'équipe. C'est un mec bien qui pue et qui respire et qui transpire le ballon. Donc le plaisir de jouer passe au-dessus de tout. Et même quand il ne jouait pas, on l'a jamais entendu moufter alors qu'on lui a vraiment chargé la haute. Alors, dans le chat, Kevin vous a mis un sondage pour voter pour votre top. Et n'hésitez pas dans le chat aussi à mettre vos tops et vos flops de la rencontre. Pascal, tu demandais si pourquoi on pouvait pas avoir de top. Si, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs tops et plusieurs flops également. Et c'est vrai que tu parlais de l'interview de Riyad Boudbouz dans l'équipe. Il a un discours qui moi, me plaît beaucoup. Alors, est-ce que c'est un discours de façade ou pas ? Nous qui ne le connaissons pas personnellement, on ne le saura jamais, mais en tout cas c'est un discours qui publiquement fait beaucoup de bien à entendre. Je sais pas si vous avez entendu d'ailleurs, Joss, il y a François Clerc qui l'a décrit comme étant un petit peu le nouveau Pirlo stéphanois. Tu le rejoins là-dessus ou pas ? Oui, je lui laisse sa déclaration à François Clerc. Juste avant, je rigolais, mais je crois qu'on a Gilbert Montagnier avec nous dans le chat parce que sur le top en cours, il y a un mec qui a voté Sissoko, mais je pense que c'est une blague. Voilà. Oui, je l'ai trouvé super bon dans cette zone de jeu là, quoi. Alors il en a fait beaucoup et des moments c'était même parfois un peu juste. Alors c'est super beau à voir, mais je crois en plus que il touche plus de ballons dans cette zone-là et c'est un mec qui a besoin de toucher le ballon. Enfin, Patrick pourra nous le confirmer. Et dans les ressorties qu'il avait fait en étant positionné en 10 plus haut, il en touchait moins et on sentait un peu malheureux. Là, il a touché énormément de ballons. Il en a perdu très peu. J'ai trouvé que c'était une copie vraiment très propre quoi qu'il a rendu. Et pour moi c'est un peu surprenant, mais j'aime ce positionnement-là où il est quand même nettement plus bas qu'avant. Il apporte beaucoup à l'équipe. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, par rapport à ce que disait François, est-ce que c'est Pirlo joueur ou Pirlo entraîneur ? Je pense que c'est Pirlo joueur, parce que Pirlo entraîneur, on n'en a pas vu beaucoup malheureusement. Non, mais voilà, parce que comme Riyad disait qu'il veut rester et devenir entraîneur, comme ça, ça va lui permettre de rester joueur et d'assister aux séances en participant au jeu. Je pense que quand on analyse bien la dernière phrase de Riyad, elle prête à l'interprétation et peut laisser aussi certains sous-entendus, comme dans son interview. Ceux qui connaissent bien les arcanes de ce qui se passe dans notre club chéri auront peut-être une grille de lecture différente sur certains messages qu'il a essayé de faire passer. En tout cas, ceux qui voudront comprendre auront compris. Ouais. Tu penses qu'il y a des tacles qui sont adressés à plus haut que lui dans le club ? Je sais pas. Le dernier tacle qui était plus haut, c'était Kolo Djida qui a mis un carton un pied haut sur Mbappé. Alors, Kevin, tu voulais faire une transition avec un flop.
Ouais, après, pour revenir sur les tops, hein, c'est dans le sondage chez Boudbouz qui l'emporte avec 55% des Ok. voix devant Green à 42. Ah, Green. Alors attends, Étienne, Green, 42% dans le sondage. Non, mais il y a un moment, faut arrêter les signes, quoi. Oui, voilà. On dirait un gros canard blanc sur un lac, là, à un moment, tellement il y a de signes. Et Hervé, qui pour le cas Boudbouz, qui nous dit à juste titre, critiqué à l'époque, il le mérite. Enfin, c'est son avis en tout cas. Critiqué à l'époque, il le méritait. Loué aujourd'hui, il le mérite tout autant. Mais qui, pardon, je vais Vas-y. parler avec mon cœur et mes tripes. Qui a décidé qu'à l'époque, qui l'a placé de telle façon qu'il soit au milieu de la cible? Pardon, Riyad, il n'a pas changé. Il n'a ni changé dans son comportement, ni changé dans son attitude, ni changé dans son implication. Pour cela, il aime trop le jeu. C'est à partir du moment où on a mis un focus et une loupe sur lui que tout le monde s'est dit, ouais, mais il n'avait pas le bon comportement, ouais, il avait pas un chat. Mais jamais personne ne s'est plaint. Hein. Jamais personne ne s'est plaint. Hein. Après, tu le sais, il y a eu une situation aussi qui a fait qu'il s'est retrouvé. Il y a eu un contexte qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation. C'est la fameuse transition Gasset-Puel, la transition de projet, où il a fallu gérer les gros contrats du vestiaire. Alors, ça a été fait plus ou moins bien, plutôt moins bien que plus. Mais le contexte a évolué. Maintenant, gros salaire ou pas, on sait qu'on a besoin de lui pour se sauver, quoi. Donc on est d'accord alors par rapport à ce que tu viens de dire, que le projet initial a changé en cours de route. Ah bah bien sûr. Ah d'accord. Ça me paraît Donc assez évident. ceux qui couraient moins, ou on avait décidé par rapport à leur date de naissance qu'ils allaient par définition courir moins, courent autant sinon plus que les autres, qui sont plus vieux maintenant aussi, depuis 2 ans. Aussi. Non mais à un moment donné, il faut être cohérent. Bien sûr qu'il a le droit de défendre un projet, bien sûr qu'il a le droit d'aller à beaucoup de choses, mais partir du moment où quand on prend un projet et qu'on situe les choses et que derrière, volontairement, on ne place pas le bébé pour qu'il sorte par la tête, forcément après, il sortira ou par césarienne ou avec du forceps. Et de temps en temps, eh bien, les bébés qui sont partis avec l'eau du bain, eh bien, réapparaissent parce qu'on est obligé, à un moment donné, même s'ils sont nés sous X, de les faire jouer. Voilà. Et on a une magnifique métaphore filée de l'accouchement. Kevin, ouais, du coup, tu voulais enchaîner avec un autre cas individuel. Pour les flops, ce qui revient le plus souvent, je vais pas vous faire, il n'y a pas de secret, hein, c'est Camara, Ouais. Sissoko arrive pas loin derrière. Mais moi j'ai deux petites choses qui me chagrinent un peu. J'ai El Kato qui nous dit Bouanga et Aouchiche sur ce match. Et j'ai Napsanté qui confirme pour Aouchiche. Alors s'il y a bien un match dans la saison où Aouchiche était peut-être pas en flop, c'était celui-là. Et je pense que Joss est un peu de cet avis. Ouais, alors, Joss, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé du match d'Aouchiche? Parce que c'est vrai que moi, je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça par rapport à ce qu'il nous a montré en début de saison, quand même. Moi, je trouve ça dur de le mettre en flop, en tout cas. C'est probablement un des meilleurs matchs que je lui ai vu faire. Pour moi, c'est encore pas assez. Ça manque encore d'épaisseur, ça manque encore d'impact. Mais je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé, il était présent dans beaucoup de situations. Ouais, moi je dirais en progrès par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de la saison, tout en étant encore pour moi loin du compte du fameux temps de passage dont Claude Puel a parlé. Il a dit qu'il était dans les temps de passage à 19 ans, mais il n'a pas défini ce que c'était les temps de passage à 19 ans. Moi j'ai un peu de mal à savoir, mais en tout cas sur ce match-là, je l'aurais pas mis en flop. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, moi mes deux flops, c'est clairement Sissoko et Camara. J'y reviendrai tout à l'heure sur Camara. On va avoir un gros paragraphe Camara, vous inquiétez pas. Voilà, parce que dans Camara, au-delà du fait qu'il a fait un très mauvais match à mon avis, qu'il a été à l'envers tout le temps, ça me pose un autre problème en fait. Voilà, mais j'en parlerai tout à l'heure. Moi, je trouve que même si dans ma chronique de demain, j'ai parlé aussi de Sissoko et de Camara, pour Sissoko, il faut remettre aussi tout ça en relief, c'est-à-dire que tu sors un lapin du chapeau. Sissoko m'en voudra pas si je le compare à un lapin, mais c'est aussi encore une fois une image. Et derrière, tu te dis ah bah tiens, qui c'est qui joue, qui va vite, tiens, je vais le mettre derrière. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que sur un match, alors qu'il n'a pas joué depuis des mois, ça devient compliqué face au Paris Saint-Germain. C'est par définition un vrai cadeau empoisonné. Si ça marche, c'est un coup de génie. On dit oh là là, c'est merveilleux, cette défense. Voilà.
Et puis derrière, si le gamin il fait pas la maille, tu le sors et tu te dis mais je l'ai essayé quand même. Donc sur ce coup-là, dans la composition, le coach Castré n'a absolument rien à perdre, si ce n'est de nous faire perdre. Alors, Ouais, alors moi je suis d'accord, mais enfin Sissoko, moi à chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé nul, hein. Donc je sais pas, je suis pas sur le match d'hier. Après, je suis d'accord, c'est peut-être pas un cadeau à lui faire. Surtout que c'était pour mettre Masson dans un rôle d'offensif gauche plus haut, qui m'a pas du tout convaincu dans ce rôle-là. Vous voyez, Donc je pense que c'était une double connerie en fait. Voilà. vous voyez, parce que quelquefois, on attend en conférence de presse. Alors c'est souvent le cas en Allemagne parce que et beaucoup dans les pays européens, mais beaucoup aussi sur les autres continents. Quelquefois en conférence de presse, notamment au Portugal, j'ai fait la Ligue des Champions avec le Benfica, les journalistes vont chercher les entraîneurs sur pourquoi, quand on fait un 11, à un moment donné, il se dit pas tiens, je fais ce 11. Je vais avoir un travail de binôme, je vais avoir un travail d'associatif, je mets le circuit préférentiel avec Boudebouze et en position basse pour aller se retrouver rapidement en caserie. On a un bloc médian, on va essayer de jouer, voilà. Mais à un moment donné, parce que Jos vient de le dire, on change positionnement Masson pour jouer un peu plus haut. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il vient nous dire, ben voilà, j'ai tenté ce coup parce que je pensais que ça allait être plus facile avec la vitesse de Masson, qui va passer dans le dos de la défense. On avait anticipé éventuellement que Ramos allait jouer, donc on avait besoin d'un peu plus de vitesse sur ce côté-là en plus. Voilà, mais pourquoi? Et donc, du coup, à un moment donné, quand on fait des choix et que ça ne marche pas et qu'après on dit ouais, c'est parce qu'il y a l'arbitre qui a fait ci, ou parce qu'il a fait ça, ou parce qu'il y a eu un fait de jeu qui a été. Et qu'on dévie de ce qui a été fait au départ, parce que ce qui a été fait au départ donne aussi l'impact sur le jeu, voilà, et sur le scénario et sur les faits de jeu, voilà. Et qu'à un moment donné, si vous posez la question vous-même de savoir pourquoi, c'est qu'à un moment donné, en conférence de presse après match ou en conférence de presse 2 jours après, on dise ben voilà, j'ai tenté ce coup, il a le droit de tenter les coups, c'est pas un problème et il faut qu'il le fasse. Mais qui nous explique pourquoi. Parce que nous, même si on suit beaucoup la Saint-Etienne, même si on adore notre club, il y a certains choix et certains schémas tactiques, certaines phases de récupération qu'on ne comprend pas. Voilà. Et ça fait 2 ans et demi qu'on ne les comprend pas. C'est vrai que ça ferait du bien une petite conférence de presse un jour en mode Bielsa où il arrive avec des feuilles, ils nous disent bon allez, asseyez-vous, on va discuter un peu tactique. Messieurs, juste pour terminer un petit peu avec la grosse partie sur ce débrief de match, est-ce que de manière générale dans l'ensemble depuis quelques matchs, on sait que là on restait sur 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls, 2 victoires. Bon, ici ça casse un peu la série, mais en même temps ça casse la série contre le PSG. Est-ce que vous trouvez que le groupe est en progression ou est-ce que non, vous êtes toujours inquiet? Dites-moi dans le chat et qu'est-ce que t'en penses toi, Patrick? Est-ce que tu vois le groupe progresser là actuellement? Mais progresser, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être techniquement, dans l'état d'esprit. Non, mais l'état d'esprit, c'est une certitude. Il y a déjà beaucoup de mieux et on va faire un dicton ne rien lâcher. D'accord? Hashtag Ouais. ne rien lâcher. Donc ça, on l'a compris depuis le début, mais il y a ne rien lâcher. Et puis après, il y a aussi l'utilisation du ballon. On fait aussi des bons matchs parce que souvent, on fait nos meilleurs matchs quand on est en bloc médian ou en bloc bas et qu'on a la possibilité, grâce à nos attaquants, de passer rapidement dans le dos de la défense. Dans l'utilisation du ballon et que lorsqu'on fait face à une équipe qui joue aussi en bloc bas, ça devient beaucoup plus compliqué. Et du coup, comme ça devient beaucoup plus compliqué, eh bien, on a des buts d'anthologie, Casery, Trauco, qui permettent de se sortir de l'ornière. Et après, ne rien lâcher, le groupe, les lignes regroupées, ça travaille, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, dans la progression individuelle, dans la progression collective, dans l'utilisation du ballon, on est encore loin de ce qu'on peut espérer pour être un peu plus tranquille au niveau du classement. Je rappelle, même si après on dit mais non, mais Guillou il frappe toujours, il tape dessus, il cogne, je rappelle quand même juste au passage que les 2 seules victoires sont face à 2 promus. Ça donne petit peu le niveau. Et qu'aujourd'hui, on est à nouveau 20e. Alors on peut dire, et faire du football fiction, dire ouais mais si on gagne 2 matchs, on est 14e, c'est la réalité. Mais à un moment donné, à force de dire ouais, ça va aller. Bah, si tu prends une pigne à Brest, bah, ça ira beaucoup moins bien.
C'est vrai. Toi, Joss, je te sais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression en ce moment que t'as un petit regain d'optimisme. Tu le sens comment, Ouais, toi, alors, le futur proche? il y a quand même pas de quoi se la peindre en rouge pour se déguiser en camion de pompier, Bien sûr. oui, oui, j'ai trouvé du mieux dans l'état d'esprit ces derniers matchs. Voilà, j'ai envie d'y croire. Après, je rejoins complètement Patrick. Il faut quand même aussi regarder la réalité. Alors, c'est le seul point un peu positif, c'est que c'est beaucoup resserré sur 6 équipes, donc on n'est pas décroché en fait. Hmm. Mais ça peut vite tourner vinaigre si les points s'engrangent pas. Donc attention quand même quoi. Voilà, c'est pas un optimisme béat. Alors après, on en parlera en fin d'émission. Peut-être que le fait de voir qu'il se passe visiblement des choses pour l'évolution du club dans l'avenir m'a redonné un peu d'oxygène. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un optimisme mesuré. Voilà. Ah, ça me permet de rebondir juste sur une chose. Je ne suis pas pessimiste, parce que souvent les pessimistes sont des optimistes bien renseignés. Je la laisse comme ça en suspens. En suspens. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante. Restez avec nous, hein, parce que ce soir, on va bien sûr parler dans la troisième partie oula, je suis en train de faire tomber mon micro. De Joris Gnagnon et de son arrivée qui est désormais certaine. On va parler aussi du projet de rachat du fameux milliardaire russe. Mais on va laisser la parole à Joss qui l'avait récupéré parce qu'il a un coup de grisou à faire et ça sent la mutinerie. Attention, petit jingle. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Alors dis-nous, Joss, t'avais un coup de grisou à faire passer. Il y a quelques photos qui circulent. Ça va illustrer son propos. Vas-y. Ouais, alors le coup de grisou ce soir, il est sur des positions acquises que je comprends pas. Alors, Claude Puel en a plusieurs. Et honnêtement, beaucoup d'entraîneurs en ont plusieurs, mais je ne comprends plus la position de Claude Puel vis-à-vis d'un joueur comme Mady Camara. Aucun souci sur l'état d'esprit de Mady Camara. Il a été très valeureux, il l'est toujours d'ailleurs. J'irais même jusqu'à dire que dans tout ce groupe de joueurs d'un nouveau format un peu mercenaire, c'est peut-être celui qui a encore un pied dans, attention, je vais dire un gros mot là, dans ce qu'on appelait avant l'amour du maillot. Il me semble connecté au club. Et tout Attends, ça, je c'est très me bien. permets de te couper, Joss. Est-ce que tu serais pas en train de frottiller tes écouteurs contre quelque chose? Ça fait des petits grincements quand tu parles. Non, là c'est mieux ou Bah, pas? il a peut-être les dents qui grincent quand il parle de Camara. Hein. Il a les dents qui grincent. Bon, vas-y, continue. Non, en vrai, ouais, c'est pas très gênant. Vas-y. Et là c'est bon ou pas? Non, mais Non. vas-y. Continue, tout va bien. Alors attends, et là c'est bon? C'est mieux là ou pas? Bah, attends. Vas-y. Bon, je continue, Ouais. puis si ça Là, grince ça a l'air trop, bien. Ça a l'air bien. tu m'arrêteras. Ça a l'air incroyable. Bon, voilà, Mady Camara, enfin, j'ai trouvé qu'il a fait un match exécrable, et je suis pas le seul, tout le monde, a priori, On est d'accord. ça. Et c'est un joueur qui est limité. Et aujourd'hui, alors j'en reviens à ce que disait Patrick tout à l'heure, choix du projet numéro 1, le tout jeune au début, on va coller le brassard à un mec comme ça qui est pas prêt, dans sa maturité de joueur, il est pas prêt à ça. Et quand on commence à essayer de jouer un peu comme ils l'ont fait en partant de derrière, en essayant de jouer un peu au foot, même si on est encore très très loin du compte, là il est complètement perdu, Mady Camara. Ouais. Et j'ai le sentiment, et le coup de grisou il porte sur ça, il porte pas sur Mady Camara parce que je lui en veux pas, c'est un mec valeureux qui je pense donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut. Là où je m'insurge un peu, c'est sur le fait qu'il soit capitaine, qu'il soit indéboulonnable et que il soit pas challengé, jamais. Et ça me pose problème parce que autant il y a des postes. Alors j'ai le même problème avec Ramirez, hein, je vous le dis. C'est pas le débat du soir, mais je comprends pas comment ce mec-là a 0 minute de jeu. Mais avec Mady Camara, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a d'autres solutions au milieu. Là, on est un peu dans le jusque-boutiste parce que Claude Puel, il ne peut pas voir que ça marche pas, Camara, cette année. Il ne peut pas ne pas le voir, c'est pas possible. Alors, je sais que dans son management, il y a une notion de confiance au pilier et qu'il faut la renouveler, mais à un moment donné, est-ce que ça le sert lui-même, Camara,
d'être conforté dans cette position où il y a des matchs où il se noie complètement. Est-ce que ça lui ferait pas du bien aussi, je sais pas, d'être challengé ou en tout cas de souffler un peu, d'avoir un peu moins de pression. Mais je trouve que c'est perdant-perdant en fait. C'est perdant pour le joueur qui est en train de sombrer un peu, et c'est perdant pour l'équipe parce que pour moi, Camara était clairement un point faible hier. Voilà. Ok, eh ben écoute, merci. Vous avez un sondage dans le chat que Kevin vous a mis. Camara capitaine, stop ou encore, allez-y, votez. Est-ce que tu es d'accord globalement avec l'analyse de Joss, Patrick ? Alors, il y a plusieurs choses sur le côté des valeurs, sur le côté de l'amour du maillot et qui se sent investi du maillot qu'il porte. Il n'y a absolument rien à redire. Ensuite, qu'il soit capitaine, il y a aussi à un moment donné, sauf si je me trompe, et là vous me tapez sur les doigts si la réplique que je vais faire est fausse. L'année dernière, il y avait eu aussi une déclaration spontanée de Mady Camara pour récupérer le brassard en toute fin de saison. 2 points ouvrez les guillemets, je serais honoré si on me confiait cette mission. Force est de constater que dans certaines situations, lorsqu'on a réclamé quelque chose, qu'on l'obtient, derrière, au niveau du comportement, il est irréprochable, absolument rien à redire. Mais par contre, quelquefois, la marche est un petit peu trop haute. J'ai eu aussi la chance de porter quelquefois le brassard. C'est toute notre préparation. Il faut choisir les mots justes. Et il faut aussi, dans certaines situations... alors, il y a la relation directe qu'il peut avoir avec l'entraîneur, mais la relation qu'il peut avoir avec l'entraîneur, il faut qu'il l'ait aussi avec les joueurs pour être véritablement la courroie de distribution et pour pas que les uns se sentent lésés par rapport aux autres en disant c'est le fils du coach. Là aujourd'hui on parle de statut d'un boulonnable. On verra aussi lorsque Neyou va revenir comment ça va se resituer à nouveau au milieu de terrain. Est-ce qu'on a le droit de se poser si actuellement le costume est trop grand? C'est une certitude au niveau de la maturité. Par contre, qui se sont investis de cette mission en plus du capitanat, est-ce que cette charge émotionnelle est aussi trop lourde? On a aussi le droit de se poser la question. Et quand moi, à Saint-Etienne, j'étais plus en accord avec le coach, ou que je me suis senti moins bien, ou que je suis revenu de blessure, j'avais rendu mon capitanat. Alors moi je vais rajouter un truc, Patrick, là-dessus. Il y a aussi quelque chose qui a évolué entre le début de saison où il avait... Alors je me souvenais pas qu'il avait réclamé le capitanat, mais non, mais l'année dernière, il n'a pas réclamé. Il a dit, si on m'offre le brassard, je serai en être digne et je serai... voilà. Ouais, mais sauf que, moi j'insiste, aujourd'hui, les retours en force d'un mec comme Wabi Kazri, de Riyad Boudbouz, éclairent le capitanat un jour différent, parce que on sent bien que ça, c'est des mecs qui, par leur vécu, sont des cadres, et comment un gamin de, je sais pas quel âge il a, 23, 24, qui en plus a des performances sportives, parce que tu pourras nous donner ton avis, Patrick, c'est intéressant, mais pour les gars de l'équipe, est-ce que la performance sportive du gars, elle est aussi importante pour celui qui a le bout d'étoffe autour du bras? Dit autrement, quand tu vois que le mec il y est pas sportivement, est-ce que ça enlève pas un peu de légitimité à son brassard? Ça ça peut être un bon axe de réflexion. Il y a surtout à un moment donné, quand il s'agit de choisir les mots justes dans la discussion de l'avant-match, et c'est souvent aussi le capitaine qui apporte son mot, c'est que si je dis quelque chose et que sur le terrain ça se passe différemment, à force de dire certaines choses plusieurs fois avant chaque match, eh bien tu t'uses. Ça s'érode et donc du coup le regard des joueurs cadres n'est pas forcément le même. Ça ne veut pas dire qu'ils le rejettent, ça veut dire qu'à un moment donné ça passe là et ça sort là et dit tiens, concentre-toi sur ton match. C'est dans l'inconscient, il n'y a aucun joueur qui va le dire, mais dans l'inconscient il dit c'est bon, occupe-toi de ce que tu as à faire déjà, et puis si tu fais ce que tu dois faire à ton poste, tu verras que derrière ça ira mieux aussi. Kevin, qu'est-ce qui ressort un petit peu du sondage que tu as fait et des avis dans le chat? J'ai vu qu'il y avait des propositions aussi pour donner le capitanat à d'autres. Ouais, alors à 90%, le sondage est dithyrambique pour enlever le brassard à Mady. Je vais pas vous étonner que le seul nom qui ressort, en grande partie, c'est Kazri. Ouais. Pour Pascal, pour Céline, pour RPASS, qui nous dit que Kazri est le seul patron du vestiaire. Il y a Céline qui nous dit Green, mais je pense qu'il y a un petit manque de charisme. Il y a une autre chose qu'on ne peut pas enlever au coach,
c'est que ce lien de confiance, il lui maintient. Parce qu'avec l'expérience qu'il a aussi, il sait que si du jour au lendemain, il lui enlève le capitanat et il le laisse sur le terrain, ça va lui faire mal au crâne, ouais. Médiatiquement, il se fait, c'est un effet qui se coule. D'abord, par rapport au choix initial du coach, et dans un même temps, il va, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, tuer médiatiquement son joueur. Donc, la force qu'a Claude Puel de lui maintenir cette confiance et de lui maintenir le brassard, c'est aussi une forme de protection. Ça se fait au niveau des performances. Ça va plus être possible d'être tenu dans la durée. La seule chose qu'il souhaite, c'est qu'à un moment donné, cette confiance qu'il lui a témoignée, Camara lui rende sur la pelouse pendant plusieurs matchs. Ça, c'est ce qui ressort là dans le chat, c'est que ce brassard agit maintenant comme un totem d'immunité qui fait abstraction des performances sportives et pour faire un parallèle aussi, alors pas sur la maternité, mais quand on joue aux dames, les pions c'est bien, mais si on peut faire une dame, on va pas s'en priver. Donc il est gentil, m'a dit, mais voilà. Mais encore une fois, je pense que les axes de réflexion ne sont pas les bons pour continuer à faire progresser. Les questions qui se posaient, c'est pas de savoir si Camara ou Camara est capitaine ou non. Pas de savoir si et quand et quoi chacun fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver la solution par le jeu. On s'en fout que Camara soit capitaine ou non, s'il est bon. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, on ne va plus à l'essentiel. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a les choix? Pourquoi il y a les associations? Pourquoi on a choisi ça? Et qu'à un moment donné, on pointe du doigt Camara et ses performances, mais on ne passe pas du temps à réfléchir. Et pourquoi on est 20e? Et pourquoi on est 20e ou 17e ou 16e ou 11e si ça se goupille bien? Et la qualité du jeu. Alors, les valeurs, le corps, le machin, le truc, oui, mais après, so what? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a parlé du capitanat et qu'on est toujours 20e, une fois qu'on lui parle de Green ou de Basic, et après? Et après, on est toujours 20e. Et à chaque fois, je parle avec mon cœur et à chaque fois, je me fais démonter parce que je dis à un moment donné comment ça se passe, mais on ne parle pas de l'essentiel. Le jeu. On est d'accord et tu ne te feras pas démonter ici parce que moi je ne démonte pas les gens qui parlent avec leur cœur et avec leur passion, c'est important. On va passer à la partie suivante, messieurs, parce que le temps file et on a de l'actualité importante quand même sous la dent. On a notamment, vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux cette semaine, l'arrivée de Joris Gnagnon, donc qui ne fait plus aucun doute maintenant, qui sera disponible pour l'AS Saint-Étienne à partir de début janvier, si je ne dis pas de bêtises. C'est un joueur qui était passé par Rennes, qui avait été acheté par Séville 17 millions. Ça s'était pas très bien passé au début avec Séville. Il est retourné en prêt à Rennes où il avait fait 6 bons mois et puis après il est retourné à Séville et puis là ça a été un petit peu un passage très difficile pour lui où il a peu joué, voire pas du tout. Il a fait un petit bout de match en Coupe du Roi et c'est tout. Et aujourd'hui, donc on le récupère libre. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Joss, déjà, tu trouves que c'est une belle pioche? Les belles pioches sur les paris, moi j'attendrai un peu pour me prononcer. J'ai pris quelques infos auprès d'amis supporters rennais. Alors les avis sont assez unanimes. Footballeur de très bonne qualité, intrinsèque. Voilà. À côté de ça, une gestion de sa carrière, une gestion de sa vie un peu compliquée. Après, il aura peut-être à cœur aussi de se reprendre en main en venant à Saint-Étienne. Alors moi j'espère ça. Après, sur le fond, on n'a pas d'argent. C'est un mec libre qui peut avoir l'envie de revanche. Donc, c'est un pari. Donc, pourquoi pas. De toute façon, il faut bien tenter quelque chose par rapport à ce qui va se passer pendant un mois à la CAN, puisqu'on perd les deux défenseurs centraux. Hein. Bah oui, faut se souvenir que So et Moukoudi vont partir à la CAN. Absolument. Donc, de toute façon, là, on a un vrai souci. Dans les moyens que sont ceux de la SS. Après, c'est un vrai pari, et je pense que notamment, enfin, c'est ce qui se dit partout, donc je veux bien le croire, notamment le pari, ça va être la remise en forme de ce mec-là en un mois de temps. Et ça me paraît court. Enfin, moi, j'ai toujours en tête ce qui s'est passé avec Antoine Modeste, hein. C'est un joueur de grande qualité qui est arrivé hors de forme parce que blessé.
On a cru que nous, on allait arriver à le remettre sur pied en un mois, et voilà. Tu parles d'Anthony j'espère- Modeste, t'es pas le seul, il y en a aussi plusieurs dans le chat qui parlent d'Anthony Modeste. N'oublions pas quand même que c'est deux joueurs qui ont un âge très différent. Gnagnon, je crois qu'il a 25 ans. Modeste, il avait déjà dépassé les 30 ans, donc c'est pas exactement le même profil quand même. Red Sauce, Oui. il avait quel âge, pardon? Red Ouais, Red Sauce, Sauce, il était jeune, hein, il avait était 24 jeune. ans, je crois. Ah, voilà. Mm. Donc, il y a plusieurs choses. La première, concernant les qualités du joueur, elles sont reconnues. Elles sont reconnues à Rennes, elles sont reconnues aussi en équipe de France, chez les jeunes, et il n'y a absolument rien à redire. Sur la vie extrasportive, à partir du moment où il est performant sur le terrain, sa vie extrasportive ne m'intéresse pas s'il est vraiment bon sur le terrain. Il faut rappeler quand même les circonstances de la rupture de contrat à Séville. Elle n'est pas très glorieuse. Et encore une fois, je replace à chaque fois les choses dans leur contexte. Il y a le projet initial, d'accord? Et puis à un moment donné, dans le projet initial, on lit à droite, à gauche que ça ne sert pas à grand-chose de prendre des joueurs en prêt, parce que si c'est pour les avoir 6 mois sans qu'ils soient investis complètement et les remettre en forme pour qu'ils performent ensuite dans leur club, c'est pas ce que souhaite au départ le projet alpha, d'accord? Et puis après, il y a des résultats, après il y a la CAN, et puis il y a le projet bêta, et puis ce qu'on a dit dans le projet alpha, c'est plus valable, et donc on va prendre des joueurs qui sont à court de forme, ce qu'on avait quelques mois auparavant dit le contraire. On va les faire jouer, et là, que pour 6 mois, pour les remettre en forme. Et puis si ça marche bien comme Modeste, on dit mais c'est moi qui l'ai remis en forme. Puis quand tu lis les interviews, ce que dit Modeste en Allemagne, c'est pas forcément toujours ce qui a été dit. Bon, ça je le laisse quand même dans la nébuleuse. Mais à un moment donné, on est obligé de tenter des coups, et ça c'est respectable de tenter les coups. Mais dans la cohérence du discours, il faut que ce qu'on dit, même si la vérité dans le football, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, mais ceux qui ont une mémoire qui est moins chancelante se rappellent de ce qui a été dit, de projets qui ont été dits. Et qu'à un moment donné, quand on ne varie pas du projet, qu'on varie, et qu'après, quand on varie, on dit, bah oui, mais je vous l'avais dit que ça allait se passer comme ça, il faut être cohérent. C'est juste cohérent. Et arrêter à un moment donné aussi, dans les médias, se servir des médias pour faire passer certains messages, pour qu'on oublie l'essentiel, le jeu. En tout cas, ce qui est sûr avec Gnagnon, c'est qu'au moins, on devrait le voir sur le terrain, parce qu'avec les départs à la CAN, on aura besoin de monde, donc il sera le bienvenu. Et regardez le parcours des dernières recrues qui sont venues à Saint-Etienne. Alors, on n'a pas eu beaucoup, mais regardez à chaque fois quand même le réseau. On a un responsable du recrutement qui a fait un boulot extraordinaire à Rennes, qui a fait un boulot extraordinaire à Lille. Le choix Gnagnon n'est pas fait au hasard non plus, parce que sauf si je me trompe, mais je ne suis pas sûr, mais quasiment, je pense que c'est Laurent Huard qui a dû lancer le joueur. Buisine, le directeur sportif actuel, avait aussi ciblé Gnagnon, qu'il avait recruté. Donc les rapports se font de toute façon normale. Red Sauce était déjà sur les palettes de Rennes il y a quelques années. Modeste, on sait aussi comment il a été choisi, comment il est venu à Saint-Etienne. Cissé aussi avait été sur les tablettes à l'époque de Rennes. À un moment donné, il faut aussi regarder un tout petit peu ce qui peut se faire aussi ailleurs, pour aller recruter des joueurs et se servir d'un réseau. Parce que Jacques Cravoisier, qui disait un grand entraîneur, c'est celui aussi qui s'est bien recruté. Qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport à l'arrivée de Gnagnon? Les gens sont plutôt hypés ou pas du tout, mon cher Kevin? Eh ben écoute, comme tu l'as dit, on a peur d'un coup à la Modeste, mais on se rassure comme on peut en disant qu'au pire il n'a signé qu'un contrat de 6 mois. Ce qui peut en dire long sur l'espoir qu'il place en la survie du club en Ligue 1 ou sur le fait qu'il n'ait pas envie de s'éterniser ici, quoi. Alors justement, là-dessus, Kevin, moi j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont un peu hérissé le poil en disant ouais, ben voilà, tout de suite le mec il veut pas signer 18 mois, mais attends, n'importe quel joueur dans cette situation signera pas 18 mois. Tu sais lui, pas il a si bien tu joué, vas hein. rester en Ligue 1. Enfin, je veux dire, s'il a un agent qui le pousse à signer 18 mois, c'est qu'il a un mauvais agent. Il y a rien d'illogique là-dedans, quoi. Voilà, faut arrêter avec ça. Tu peux, Joss, tu peux signer 18 mois si tu fais 6 mois et si ton contrat se prolonge, si tu assures le maintien. Ouais, voilà, t'as les clauses. Oui, avec une clause de maintien, oui, mais Voilà. j'ai l'impression qu'on lui a proposé 18 mois secs, et là, moi, je comprends qu'il les ait pas forcément acceptés d'emblée. Voilà.
sans le diaboliser pour autant, quoi. Voilà. Messieurs, il reste 10 minutes. On va quand même aborder un autre sujet qui a été dans l'actualité. Vous le savez, vous l'avez probablement vu passer au match hier entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour venir visiter un petit peu et faire une offre de rachat pour le club de l'AS Saint-Etienne. Alors là, je suis en train de faire des périphrases parce que je me souviens plus du nom du milliardaire en question. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Il y en a deux. Alors, Il y en a deux. il y en avait un qui était un peu plus mis en avant. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom ? Là, je l'ai plus en tête. J'ai un trou de mémoire. Il y a Dubov, ouais. C'est ça, c'est à lui que je pensais. Alors, pour information, il avait récupéré le club de Portsmouth, notamment. C'est un milliardaire qui possède notamment des chaînes de magasins. Alors, Ken, ouais. Lui, c'est Lomakin. Hein. Lui, c'est Lomakin, c'est pas Dubov. Hein. Voilà. C'est Sergei Lomakin, le milliardaire qui pèse. Ok, bon, vas-y, présente-le. Là, j'ai pas assez bossé sur le sujet. J'avoue que j'ai pas assez bossé sur le sujet. Sergei Lomakin, pour faire court, il est classé 894e fortune mondiale chez Forbes. Ouais. Il a créé la chaîne de distribution low cost, on va dire, qui correspondrait à un Lidl ou un Aldi low cost. Il a 4500 magasins. C'est quelqu'un qui a plutôt réussi et qui pèse aujourd'hui 3,2 milliards d'euros. Pour comparaison, Frank McCourt, c'est 1,3. Voilà, pour donner une idée. Et Rybolovlev, c'est le double de Lomakin. Dubov, et je ne crois pas qu'il soit milliardaire, Dubov. Il est à la tête de TSI, une société qui est basée à Londres, qui est une société d'investissement sportif. Et il a effectivement participé avec un autre milliardaire très controversé au rachat de Portsmouth il y a 10 ans, mais Dubov n'avait que 15% de départ dans cette affaire-là. Et ça s'était plutôt mal passé avec Portsmouth. Alors certes, le club était déjà très endetté au bord de la faillite, mais 6 mois après leur arrivée, le club avait déposé le bilan. Oui, c'est ça. Donc Max Le Manouche, que je salue au passage, le confirme. Dubov, il a de l'argent, mais il est pas milliardaire. Dubov, c'est ce qu'on appelle le véhicule financier dans l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que Lomakin va investir ses ronds à travers TSI, mais l'opération de rachat sera faite très certainement au nom de TSI si jamais elle est faite un jour. Voilà. Et du coup, on est d'accord qu'ils ont transmis une offre officielle à KPMG avec déjà des garanties financières. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Moi, je bosse pas chez KPMG, donc je sais pas. Ouais. A priori, oui, ils ont montré patte blanche. Ça semble relativement concret, ce qui veut pas dire que ça ira au bout. Attention, hein, les négos, ça veut pas dire que ça va au bout. C'est concret parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils étaient là. C'est le premier projet qu'on voit prendre corps avec des gens, avec des visages. Voilà pourquoi on est tous un peu en ébullition et en émoi. Maintenant, c'est pas pour ça que l'offre va être acceptée. Voilà, on n'a pas signé encore. Hein. Donc les clauses de confidentialité, là, elles sont caduques. Alors, c'est une très bonne remarque que tu fais. C'est que c'est très curieux que ça soit autant affiché. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est le truc qui surprend le plus, c'est que là. Alors, j'ai pas vu de communication ces derniers jours, mais Bernard Lyons dans l'équipe disait que KPMG s'était même déplacé. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais logiquement tout ça, ça devrait pas être public. Voilà. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, pour être aussi cohérent, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, en écoutant bien aussi Joss. Moi, j'ai l'impression que de temps en temps, j'ai une cure de jouvence et puis je me retrouve en maternelle ou en CM1, CM2 et je voyage. Je voyage avec les Martines. Vous savez, Martine à la mer, Martine à la plage, Martine à la montagne. Là, on a quand même bien voyagé depuis 3 ans ou depuis une dizaine d'années. Martine au Canada, Martine en Suisse, Martine au Luxembourg, Martine au Cambodge. Maintenant, c'est Martine aux États-Unis. Là, c'est Martine en Russie. Donc, à un moment donné, il va falloir se positionner et dire clairement les choses encore. Encore une fois, dire clairement les choses. Alors, on ne peut pas tout dire. Mais on ne peut pas non plus laisser tout espérer. Et puis après, ça fait d'une bulle de savon comme Pixis.
Après, on dit, bah oui, mais là, le prince cambodgien, finalement, c'en est un, mais c'en est pas un, mais on va porter plainte. Et finalement, est-ce qu'on porte plainte ou on porte pas plainte? Et puis derrière, à chaque fois, regardez bien comment ça se passe. À chaque fois, on allume un contre-feu. Aujourd'hui, on parle maintenant, regardez le timing qui est sorti encore pour annoncer la venue éventuellement de repreneurs russes. Ben, on ne parle plus du match du Paris Saint-Germain. On ne parle pas de la 20e place. Oui, c'est sûr que ça fait un peu contre-feu. Je profite de ce mini-suspens pour vous dire qu'il y a un sondage qui est dans le chat. Vous pouvez aller voter pour pronostiquer pour le prochain match une victoire, un nul ou une défaite de l'AS Saint-Etienne. Mais effectivement, ce que tu dis, Patrick, c'est intéressant. Ça fait un peu contre-feu. Comme le disait Joss, ce qui est étonnant quand même, c'est que ces dernières semaines, on avait cru comprendre que les dirigeants stéphanois s'en voulaient un peu d'avoir beaucoup ébruité d'informations vis-à-vis de la vente et qui voulaient être plus discrets. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de journaux qui en parlent, on a les potentiels racheteurs qui viennent directement au stade se montrer. Donc c'est assez étonnant. En termes de crédibilité... Alors, on va faire des pronostics pour le prochain match. Ouais. J'ajoute juste un truc là-dessus, Ken, c'est moi j'appelle aussi à l'extrême prudence sur le mec, il a de l'argent. C'est pas pour autant qu'il va en dépenser beaucoup pour la Saint-Etienne. On n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Bien sûr, et n'oubliez pas... Et mon ami Didier me dit souvent, le principe des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est que généralement, ils ne le dépensent pas n'importe comment. Exactement. Donc attendons. Moi, je dis juste... Pour la première fois, on a un truc qui semble concret avec des gens. Voilà. Maintenant, peut-être que dans une semaine, on nous dira non, mais finalement, les gars, ça leur a pas plu, ou les actionnaires sont pas d'accord. C'est une négo, donc il est encore beaucoup trop tôt pour s'affoler sur quoi que ce soit. Voilà. Il semble que ça intéresse des gens, c'est tout. Et tu fais bien de le préciser, et n'oubliez pas qu'on a tous un biais cognitif dans notre cerveau qui fait que quand on voit des chiffres, on les associe toujours à ce qu'on veut, mais quand on voit une fortune estimée à 3,2 milliards, clairement, il va pas mettre 3,2 milliards dans le club, hein. Ne l'oubliez jamais. On va faire des pronostics sur le prochain match, mais justement, pour terminer cette parenthèse rachat, si on devait faire un pronostic, allez, je sais que ça a aucun sens de faire ça d'un point de vue purement concret, mais un petit prono sur est-ce que vous pensez que ça va se faire ce projet russe à combien de pourcents? Patrick, toi tu dirais que ça a combien de pourcents de chances de se faire ce rachat russe? J'ai aucune information, si ce n'est qu'avant que le projet russe passe, il va falloir aussi avoir peut-être des négociations avec l'association de la Saint-Etienne. Hein, ça, c'est un élément important par rapport à la SASP et le pourcentage à prendre par rapport à un nouvel arrivant qui veut peut-être prendre beaucoup plus de place encore dans la SASP. Il va falloir aussi qu'il soit soumis au vent de représentants de l'entreprise, comme dans toutes les... Georges, je parle sous ton contrôle, hein, mais tous les projets de rachat sont soumis aussi devant les représentants des salariés. Donc, à un moment donné, dire un pourcentage, je serais incapable de le dire aujourd'hui. J'appelle quand même à l'extrême vigilance, d'accord, parce qu'on a eu une jurisprudence déjà à Saint-Etienne avec le projet américain, c'était Pixis. Pixis, ouais, tout à fait, qui avait finalement repris Bordeaux. Just, toi, sans avoir spécialement d'informations, mais plus en termes d'intuition, tu dirais que ça a combien de chances de se faire? Il y a trop peu d'éléments. Là, aujourd'hui, je vais te dire... J'ai tenté de vous lancer sur du pif, mais... Il n'y a pas d'éléments. Il y a pas d'éléments, voilà. Donc, je vais dire 20% parce que tu me pousses dans mes retranchements pour te donner un chiffre, donc je te dis 20%. Mais je pourrais te dire 10 ou 30, ça serait pareil, quoi. Bon, et garde la main, parce que là, on a un peu plus d'informations sur le prochain match qui sera donc contre Brest. Combien tu vois en termes de score final? Alors, moi, je vais dire... 2-1, mais c'est vraiment le score du cœur. N'oublions pas les dégâts collatéraux du match du PSG. Hein. On joue sans Green, on joue sans Kolo, on joue sans Youssouf. Contre un Brest qui est plein de bourre, ça va pas être simple. Alors j'ai envie de croire un 2-1 parce qu'il nous faut des points. Mais la raison pencherait plutôt pour un nul, et un nul, je serais déjà assez content. Et toi, Patrick, tu verrais quoi comme petit pronostic? On va les écraser 1-0. Okay. C'est-à-dire qu'on va jouer
on va jouer avec des lignes très regroupées, avec un bloc très bas. En entame de match, on va jouer relativement haut les 10 ou les 15 premières minutes pour éventuellement les faire douter. Et puis après, on va reculer d'un cran. Et puis, on va procéder par contre. Et puis, on aura des scénarios comme ce qu'on a connu à Troyes. On aura des scénarios comme ce qu'on a connu l'année dernière à Nice. Et on va les écraser 1-0. Une démonstration, une masterclass 1-0, parfait. Je vois dans le chat que vous avez voté à 60% pour une victoire de l'AS Saint-Etienne, à 17% pour un nul et à 23% pour une défaite. J'ai pas envie de dire pour une défaite, mais c'est ce que vous avez voté. On est bien d'accord qu'il y a des supporters de Saint-Etienne qui votent pour une victoire de Brest. Oui, c'est ce qu'ils leur imaginent. Non, C'est mais pas ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils ça- imaginent. Je sais qui c'est. Moi, j'aime pas balancer, hein, mais je pense que c'est l'Indien Sam Sam, ça. Ah bah, il n'y a pas qu'une personne qui a voté pour la défaite. On va Ouais, s'arrêter là. Il a entraîné les autres. C'est un margoulin, je le connais. On va s'arrêter là, messieurs. On est pris par le temps. Je vois dans le chat des 1-1, des 2-2. Il y a beaucoup de petits pronostics nuls aussi dans le chat. En tout cas, merci d'avoir été avec nous le chat ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés en podcast. Merci à Active, notre partenaire sur cette émission. Merci à toi, Patrick, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. On aurait pu faire une émission de 2 heures. Ça aurait été très, très intéressant. Oui, vas-y, je t'écoute. Juste, permettez-moi de faire la pub, parce que ce week-end, il y a un classiqueur Bayern, du moins qui se déplace à Dortmund, Bayern. Ça sera samedi à 18h30 sur beIN Sport. Tout à fait, puisqu'on le rappelle que tu commentes la Bundesliga sur beIN Sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Joss d'avoir été avec nous. Merci Kevin d'avoir été Merci à tous. Merci Patrick. avec Merci nous. Kate. Et on se dit à la prochaine, à lundi prochain. Salut tout le monde. Salut. Tchuss.